bonsoir à tous. Mercredi 14 mars, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de cette édition. La bataille d'une poignée de riverains à Saint-Cyr-l'École. Depuis presque 2 mois, ces habitants du quartier Renard réunis en collectif sont en conflit avec la mairie. Motif la diminution de places de stationnement suite à des travaux de voirie dans la ville. Ils demandent notamment la mise en place d'une place pour les personnes handicapées. Reportage. Dans ce journal, coup de projecteur sur un duo, l'athlète malvoyant Raphaël Bougilet et Yann Dujarier du club de Vélizy 78. En tandem, ils participent la semaine prochaine aux mondiaux de cyclisme sur piste handisport. C'est à Rio au Brésil. Nous avons suivi leur préparation au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis découverte d'une activité sportive et de loisirs. Le ball-trap est un exercice de tir mêlant réflexe et adresse dans la forêt de Rambouillet. L'un des plus vieux clubs de France se réunit chaque week-end pour pratiquer la discipline. À suivre également dans ce journal, un invité, Pascal Baudin, un membre engagé d'Enercity 78. L'association a en projet la création d'une coopérative citoyenne de panneaux photovoltaïques. On en parle tout à l'heure dans le journal. C'est un conflit qui dure depuis presque 2 ans, 2 mois à Saint-Cyr-l'École, entre la mairie et un collectif de riverains du quartier Renard. Suite à la mise en place d'un double sens dans une avenue, ces habitants ne peuvent plus garer leur voiture le long du trottoir. Une interdiction qui a du mal à passer, comme vous allez le voir avec ce reportage d'Aurélie Ronce. Voici la rue au cœur de la polémique. Fin janvier, plusieurs riverains qui avaient garé leur voiture dans cette avenue ont découvert une contravention de 135 € sur leur pare-brise. Donc la fameuse petite contravention qui indique pas du tout pourquoi, comment, ni la date, ni l'heure. Au début de l'année, la voie était en sens unique, mais en raison des travaux qui ont pris de l'ampleur dans le quartier Renard, la municipalité a décidé de passer l'axe à double sens et d'interdire le stationnement hors des emplacements matérialisés. La raison qui nous est donnée, c'est oui, il faut que les engins puissent circuler dans cette avenue, mais que ce soit à double sens ou que ce soit à sens unique, qu'on soit garé d'un côté, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même place pour que les camions passent. Quand nous avons des personnes âgées qui viennent, parce que je suis retraitée, et qu'ils n'ont pas de place dans la rue, eh bien, plutôt que d'aller très très loin, ils préfèrent s'en aller carrément et nous préviennent qu'ils ne viendront pas ce jour-là, quoi. Pointant le manque de place dans le quartier, les riverains demandent au maire de les autoriser à pouvoir stationner de nouveau dans cette avenue. Réponse de l'intéressé, de nombreuses places payantes dans le parking souterrain de la résidence sont disponibles. La ville a exigé dès le départ de la part des constructeurs qui est 25 à 30% de places de plus que le nombre de logements. Malheureusement, aujourd'hui, les gens qui ont des voitures dans les villes, il y aura toujours un problème de stationnement parce qu'en surface, on ne pourra pas avoir autant de places qu'il y a de voitures. Autre requête du collectif de riverains, une place pour les personnes handicapées. La mairie répond qu'il suffit d'en faire simplement la demande. Le congrès départemental de la CGT des Yvelines se tient jusqu'à demain jeudi au Mureau. 200 militants font le bilan sur les actions menées sur le territoire. Ils dressent également les prochains combats sociaux, notamment sur la réforme ferroviaire. Ce mercredi matin, ça a été confirmé en Conseil des ministres. Cette réforme se fera par ordonnance. La future loi devrait ouvrir le rail français à la concurrence. Elle mettra fin également au statut de cheminot à l'embauche. La CGT, elle, de son côté, prépare sa mobilisation. Nicolas Dandry a rencontré hier Philippe Martinez. Il est le secrétaire général du syndicat. Il était présent donc au Mureau pour ce congrès départemental. Alors Philippe Martinez, vous avez rencontré hier le Premier ministre pour présenter les propositions de la CGT concernant la réforme ferroviaire, donc votre vision de cette réforme. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces propositions ? Les détailler, c'est difficile parce que c'est un rapport de 70 pages. Mais globalement, nous avons mis l'accent sur le besoin d'investissement. Et donc, ce que propose le gouvernement, qui peut paraître une somme importante, puisque ça tourne autour de, me semble-t-il, autour d'une trentaine de milliards, c'est ce qu'investit tous les ans la SNCF. Donc il faut que l'État mette plus pour permettre que les trains circulent. La deuxième chose importante, c'est de doubler les capacités du fret, puisque le gouvernement n'en parle pas. Le fret, c'est le transport de marchandises, c'est écologique,
ça fait moins d'embouteillage parce que ça permet de mettre des marchandises sur les voies. Et puis ça peut permettre de mieux utiliser les voies parce que quand il n'y a que des trains de voyageurs sur les voies, ça peut paraître insuffisant. Alors que si on double avec des trains de marchandises, y compris de réouvrir ou d'allonger des lignes, je pense dans un département comme celui-ci où il reste des industries, eh bien ça peut permettre et de faire venir les salariés au boulot et de faire venir les marchandises. Nous avons rappelé aussi que le statut n'était pas un problème pour la SNCF, puisque ce n'est pas le statut qui cause les retards, les statuts qui empêchent les trains de partir. Nous avons aussi insisté sur le besoin d'embaucher à la SNCF, parce que vous le savez, notamment en Ile-de-France, il y a une pénurie de conducteurs, mais il y a aussi une pénurie de savoir-faire. Et donc, il y a besoin de réinternaliser des activités à la SNCF. Il ne s'agit pas de dire que les salariés du privé ne savent pas travailler. Par contre, leurs patrons, eux, visent les bénéfices et non pas le service aux usagers. Voilà, résumé ces propositions phares que nous avons proposées au Premier ministre. Alors, le gouvernement semble prendre un autre chemin, une voie vers l'ouverture de la concurrence, vers la privatisation de la SNCF. Par rapport à la méthode aussi, quel regard vous portez sur ces propositions du coup ? Premièrement, les mesures, nous les contestons, hein. Rien n'oblige le gouvernement français à ouvrir un service public à la concurrence. Ça, c'est d'ailleurs dans de nombreux pays, des gouvernements ne l'ont pas fait. Si on considère que c'est d'utilité publique, il y a possibilité de déroger. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le gouvernement veut essayer d'aller vite, comme il le fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il confisque le débat aux citoyens. Voilà. Nous voulons que les usagers ils prennent la parole. Pourquoi certains écoliers disent « je ne prends plus le train parce qu'on a changé les horaires et si je prends ce train-là, je vais arriver en retard à l'école ». Qu'ils le disent. Et donc construire avec les usagers les besoins dont ils nécessitent. Je vais parler des écoliers, mais on peut parler des salariés. Et donc faire passer cette loi par ordonnance, c'est couper court au débat. Et c'est une volonté de passer en force, mais je crois que c'est une méthode maintenant traditionnelle du gouvernement. Alors, autre question, c'est le 20e congrès de l'Union départementale de la CGT des Yvelines. En quoi c'est important pour le secrétaire général de la CGT d'être présent à ce genre d'événement ? Il me semble que pour le secrétaire général de la CGT, mais pour l'ensemble des dirigeants, c'est important d'aller au contact des syndiqués, mais aussi des salariés. Ici, c'est un congrès, donc il n'y a que des syndiqués, mais j'aime aller régulièrement dans les entreprises discuter avec les salariés. Pourquoi ? Parce que quand on veut parler de la réalité du travail, ou de ceux qui n'en ont pas, si on ne discute pas avec eux, si on ne les écoute pas, comment en parler ? Et c'est de mon point de vue, ce qui manque à un certain nombre de ministres. Eux, ils décrivent la vraie vie, enfin leur vraie vie, qui ne correspond pas à celle de la très grande majorité des citoyens. Et quel regard vous portez sur cette union départementale de la CGT ? C'est une union départementale dynamique dans un département qui est compliqué parce qu'il y a des zones d'activité très importantes. Il y a une profonde mutation du salariat, et puis il y a des zones je dirais un peu plus rurales. Et donc, il y a besoin que la CGT elle soit présente dans ces zones où il y a une forte activité, avec une mutation du salariat aussi, parce que je travaille au technocentre de Renault et on voit bien que c'est une quasi-unanimité des ingénieurs cadres techniciens. Donc comment on prend en compte ces catégories ? Nous avons des propositions, nous avons des revendications. Donc voilà, c'est toute la diversité du département qui est complexe. Mais en tout cas, il y a une dynamique et je sens dans les débats que la dynamique, elle est vraiment là. Dans les débats, il y a un sujet qui est revenu, notamment certains membres de la CGT des Yvelines ressentent une certaine déception par rapport aux mobilisations sur les ordonnances. Quelle est votre analyse ? Est-ce que c'est vraiment une déception pour la CGT, la mobilisation de l'an dernier ? C'est une déception parce qu'on n'a pas réussi à empêcher le gouvernement d'appliquer, les gouvernements successifs, d'amputer de nouveau les droits collectifs et le code du travail. En même temps, tout le monde s'est accordé à dire qu'il y avait une très forte mobilisation. On a été face à des gouvernements successifs qui parlent beaucoup de dialogue social, mais qui n'écoutent pas ceux qui se manifestent et ceux qui soutiennent les manifestations. Mais en même temps, c'est aussi un bilan que nous tirons, qui a besoin
ce que je disais tout à l'heure, d'être encore au plus près des salariés, parce que c'est pas facile, nous le savons, c'est pas facile déjà de signer une pétition quand on est intérimaire, quand on est contractuel et qu'on travaille de façon épisodique, on en est bien conscient, et donc il faut que dans notre démarche syndicale, eh bien, on prenne ça en compte et écouter aussi les salariés de la façon dont ils veulent s'exprimer, afficher leur mécontentement. Donc j'allais dire, on a tout l'avenir devant nous si on est toujours au plus près des réalités du monde du travail. Éducation, Emmanuel Macron a laissé le choix aux communes, rester à la semaine de 4 jours et demi ou revenir aux 4 jours. Si beaucoup de villes ont déjà opté pour l'une ou l'autre des formules, Trappes veut un entre-deux, maintenir les 4 jours et demi dans les écoles primaires, mais proposer une semaine de 4 jours en maternelle. La ville a fait une demande de dérogation à l'éducation nationale, solution avancée pour faciliter l'organisation des parents, mais aussi pallier l'état de fatigue des enfants en maternelle. Une volonté qui ne fait pas l'unanimité. Des associations de parents d'élèves s'y opposent et un collectif de 109 enseignants a d'ores et déjà envoyé un courrier au ministre de l'Éducation nationale. J'accueille sur ce plateau un invité, c'est Pascal Baudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre engagé de l'association Enercity 78. Alors lundi, vous avez tenu votre assemblée générale, ça se tenait à la maison des associations de Versailles. L'occasion de faire le point sur votre projet. Le projet, c'est de créer une coopérative citoyenne de panneaux photovoltaïques. On va en parler dans un instant. Déjà, un mot ou deux sur l'association Enercity 78. Quelle est son histoire et quels sont ses buts à cette association ? Alors l'histoire, c'est une association qui est née des actions concrètes qui ont été réalisées sous l'impulsion du Festival des Alternatives en 2015 à La Verrière. Festival des Alternatives qu'on appelle Festival Alternatiba. Et à la création de cette association, on était prêt à lancer un projet rentable, mais qui n'a pas pu déboucher parce que le prix de rachat de l'électricité a baissé continuellement depuis, et donc on a eu du mal à obtenir la rentabilité du projet. Et aujourd'hui, on va donner de nouveaux éléments. Donc on va avoir l'occasion de parler de ce projet. Du coup, l'idée de l'association, les objectifs ? La mission de l'association, c'est d'être un incubateur de projets d'énergie renouvelable. Et c'est des projets qui sont des projets citoyens. Alors, les 3 mots, je vais les détailler un petit peu. Incubateur, ça veut bien dire que le but du jeu, c'est de créer les conditions favorables à la naissance de coopératives photovoltaïques. Énergie renouvelable, c'est notre engagement, énergie décarbonée. Et citoyens, parce qu'on pense qu'il est important que les citoyens se réapproprient leurs ressources énergétiques, les ressources énergétiques du territoire, le solaire en fait partie, et que ce soit les citoyens qui se le réapproprient nous semble important. Vous parlez des énergies renouvelables, cette thématique, pourquoi elle revêt aujourd'hui une importance capitale ? Tout le monde connaît la COP21 et le plan qui consiste à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Ce que je vous propose, c'est de détailler très rapidement pourquoi ça nous concerne d'un point de vue national et puis régional. Donc la COP21 donne lieu à un engagement de production d'énergie décarbonée qui est essentiel, qui veut dire au niveau national que 23% des énergies doivent être renouvelables en 2020. En 2016, on n'a atteint que 66% de l'objectif. Donc on n'est pas en trajectoire pour le faire avec des trajectoires conservatives. Donc il faut essayer de se bouger pour le faire. En Île-de-France, on est à 2% seulement d'énergie renouvelable. Voilà. Donc les choses sont encore à faire, sur ce sujet. Alors pour présenter, on a parlé de ce projet de coopérative citoyenne sur le photovoltaïque. Quel est l'objectif finalement d'une telle coopérative ? L'objectif d'une telle coopérative, c'est de produire de l'électricité renouvelable à partir de photovoltaïque. On se concentre sur le photovoltaïque parce que c'est la ressource qui nous semble la plus facile à mettre en œuvre aujourd'hui en Île-de-France, même s'il y en a d'autres. Et donc voilà, l'idée, c'est de lancer des coopératives d'énergie renouvelable avec les citoyens. Et comment fonctionnerait une telle coopérative concrètement ? Déjà, l'association, son idée, c'est de prospecter pour trouver des toits disponibles, donc en particulier auprès des particuliers, mais aussi auprès des communes, de recenser les toits disponibles. Et à partir de toits disponibles, de proposer l'idée de les équiper. Ça veut dire chercher un installateur, trouver un installateur, réunir les personnes qui souhaitent financer le projet, créer avec ces personnes la coopérative,
et réaliser le projet de production d'énergie renouvelable à partir de photovoltaïque. Donc une fois que c'est lancé, l'idée c'est de produire ces énergies, de les revendre De les revendre à un tarif négocié à EDF. Très bien. Et ensuite, il y a une redistribution des sommes perçues, c'est ça, qui se ferait au sein de la coopérative ? Se fait au sein de la coopérative pour les sociétaires qui ont participé à l'investissement sur la coopérative. Alors, où en est le projet aujourd'hui ? Vous avez dit pendant quelques mois, c'est un projet qui a été freiné, mais la donne a changé, puisqu'en Ile-de-France, le photovoltaïque a maintenant une place importante. Il y a une subvention qui a été votée sur le photovoltaïque. Alors voilà, donc on était confronté à un problème d'équilibre, de rentabilité, et aujourd'hui, vu justement que les trajectoires pour atteindre les objectifs, donc la feuille de route de la région, sont difficiles à atteindre, la région en a pris conscience, et avec un certain nombre d'acteurs qui sont en fait des petits frères et des petites sœurs, ou des frères et sœurs de Enercity 78 à d'autres endroits de la région Île-de-France, on a eu des échanges avec la région, et la région aujourd'hui prévoit de débloquer un budget de 2,2 millions d'euros sur 2018-2019 pour aider à financer des projets citoyens photovoltaïques, et donc ce qui permettra d'atteindre le niveau de rentabilité pour ces projets. On précise parce que le temps file, qu'il y a des contacts de votre association aujourd'hui avec les communes de Voisins-le-Bretonneux, avec le PNR également de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il y a des projets similaires de coopératives qui sont nés dans le sud de la France, où on sait l'ensoleillement est plus conséquent. Cassons une idée reçue, le photovoltaïque en Ile-de-France, est-ce qu'on peut faire du photovoltaïque efficace en Ile-de-France ? Parfaitement, on peut parfaitement en faire de manière efficace en Ile-de-France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une mesure technique qui permet de savoir ça, qui est le temps de retour énergétique, c'est-à-dire le temps de production qui permet de compenser l'énergie dépensée pendant la fabrication. Et ce temps de retour pour le photovoltaïque, il est de 5 ans, pour des installations qui sont prévues pour plus de 25 ans, voire 30. Donc il est parfaitement possible de faire du photovoltaïque en Ile-de-France. Un dernier mot sur l'Assemblée générale de lundi. Est-ce que beaucoup de personnes sont intéressées par ce projet ? Écoutez, il y avait 40 personnes qui étaient présentes à l'AG. Il y en a 33 qui ont pris leur adhésion en 2018 à l'occasion de l'AG. L'AG s'est faite en présence, donc, effectivement, d'une élue de la Verrière qui est chargée du développement durable et de la démocratie locale, et en présence d'une chargée de mission du PNR de Chevreuse. Donc oui, il y a de la motivation. Et on peut retrouver plus d'informations en tout cas sur ce projet sur le site d'Enercity 78 qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Pascal Baudin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle, membre engagé de cette association Enercity 78. C'est une tradition depuis plus de 20 ans. Guyancourt remet 2 fois par an ses diplômes du travail, récompense aux habitants pour le nombre d'années travaillées. Une cérémonie se déroulait vendredi dernier à l'Hôtel de Ville. Une dizaine de personnes distinguées. Certains ont reçu un grand or pour 40 années de travail. Propos recueillis sur place par Nicolas Dandry. Ça permet de mettre en avant l'investissement professionnel de nombreux habitants. À Guyancourt, on a une dynamique économique très importante, l'attractivité du territoire, puisqu'on a un nombre important d'entreprises qui se sont installées sur Guyancourt et qui sont effectivement créatrices d'emplois. Et cette ressource économique est importante pour une ville comme la nôtre et comme pour les villes, puisque ça permet d'offrir un service public de qualité aux habitants. Et nous vous proposerons prochainement un portrait sur l'un de ces Guyancourtois récompensés par la ville. Sport à présent dans cette édition, les championnats du monde de cyclisme sur piste handisport débutent la semaine prochaine. Les mondiaux se déroulent cette année à Rio au Brésil sur l'ancien tracé des Jeux paralympiques de 2016. Et à l'approche de cette compétition, les pistards français sont venus s'entraîner au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Parmi eux, l'athlète malvoyant Raphaël Beaugilet. Il sera en tandem avec Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 et Mickaël Elmidoro les a rencontrés. Depuis plusieurs jours, ce tandem enchaîne les tours de piste sur le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Raphaël Beaugilet, athlète touché par un handicap visuel, et Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 doivent peaufiner les derniers détails avant de s'envoler pour les championnats du monde handisport programmés au Brésil les 22 et 23 mars. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, faut encore qu'on apprenne à se connaître. C'est comme un couple, quoi. Et plus là, il y a le côté sportif. Faut qu'on se règle sur les braquets et tout ce qui va avec, quoi. Pédaler à deux dans le même sens, une nouvelle expérience pour Yann Dujarrier. Ce sportif yvelinois de 41 ans, vice-champion du monde de Masters, s'est associé à ce projet avec l'équipe de France depuis le mois de janvier.
C'est très valorisant pour moi de me dire que je vais peut-être accompagner quelqu'un et aider quelqu'un à réaliser ses objectifs et à réaliser des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas été avec moi. Quand je vais à l'entraînement, aux entraînements que je peux faire tout seul, je ne les fais plus de la même manière. C'est vrai que je m'entraîne pour lui, je ne m'entraîne plus pour moi. Et ça, c'est autre chose. Après une première expérience en championnat de France handisport en janvier couronnée par une qualification aux mondiaux, les deux athlètes espèrent désormais passer un cap au niveau des résultats. Ils s'aligneront sur la vitesse et le kilomètre. On espère pouvoir entrer dans les 10, qui nous permettrait de marquer des points au niveau mondial. Et ensuite, il faudrait qu'on passe dans les 8 premiers pour pouvoir accéder au tournoi final. Et là, ce serait la cerise sur le gâteau. Une première échéance internationale avant de viser le Graal pour un athlète handisport, les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Il y a 80 ans se déroulait l'exposition universelle à Paris, la dernière accueillie par la capitale. L'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines propose depuis quelques jours de la redécouvrir cette exposition à travers des clichés, des objets pour la plupart inédits. Le reportage de Mickaël Elmidoro et Wilfried Richy. 1937, la capitale accueille l'exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne. 2 ans avant que n'éclate le second conflit mondial, 45 nations, de l'Allemagne nazie à l'Italie fasciste, en passant par l'URSS, s'y retrouvent. Ce qui fait aussi la particularité de cette exposition, c'est qu'elle allie le beau et la technique. Donc il y a des pavillons emblématiques et des pavillons aussi qui resteront, notamment le palais de Tokyo et un des palais qui est derrière nous, également le palais du Trocadéro. Au sein de la bibliothèque universitaire à Guyancourt, les visiteurs peuvent découvrir des clichés inédits réalisés par l'architecte paysagiste Achille Duchesne et conservés jusque-là par son arrière-petit-fils. Duchesne est l'acteur principal de l'exposition de 37. En plus, il photographie, il est le responsable de l'exposition. Et il photographie depuis chez lui, où il était de rue Gaston de Saint-Paul. Il photographie l'évolution devant le palais de Tokyo et devant tous les bâtiments de l'exposition de 37. Donc il a un rôle prépondérant. On voit rarement l'expo sous cet angle, on voit l'expo terminée avec ses pavillons, mais là on voit l'expo en train de se faire. Alors évidemment, on n'a pas pu tout reproduire, on a laissé quelques clichés originaux, on a évidemment reproduit sur des grands panneaux quelques photos qui nous semblaient tout à fait emblématiques, mais évidemment après il y a d'autres aspects que nous abordons par ailleurs. Un angle d'approche rare qui permet aux étudiants et au grand public d'aborder à la fois l'aspect culturel mais aussi politique. Alors que la France vient de retirer sa candidature pour l'exposition universelle de 2025, le public peut donc redécouvrir celle de 1937, la dernière organisée sur notre territoire et qui entendait promouvoir la paix. Acrobate, roi mage, ours, depuis le 10 mars, c'est la 8e édition de la Biennale de la sculpture à Voisins-le-Bretonneux. L'événement se tient jusqu'au 25 mars. Près de 100 œuvres sont exposées à la maison de Coville. Zoom avec Mélanie Poquet. Une certaine douceur qui mène à la contemplation, une acrobate suspendue qui regarde un ours en équilibre. Pour sa 8e édition, Voisins-le-Bretonneux a sélectionné 47 artistes venus de toute la France. C'est une biennale qui est ouverte à tout le monde en fait. Ce n'est pas réservé aux Vicinois. Nous avons souhaité l'ouvrir justement il y a quelques années pour pouvoir avoir un plus grand nombre d'œuvres, une plus grande variété et une certaine émulation. Tous les styles, toutes les techniques, du textile au bronze, plus d'une centaine d'œuvres sont exposées à la maison de Coville. C'est beaucoup plus simple d'aller vers des expos de peinture. Il y en a à peu près partout. La sculpture, c'est un art nettement plus méconnu. Donc le fait de faire une biennale, de faire venir à Voisins une quantité d'artistes un peu variées, impressionnantes, voilà, c'est bien parce que les gens vont découvrir des choses qu'ils généralement n'ont pas l'occasion d'aller voir. Un public qui pourra aussi faire connaître son coup de cœur. Un prix sera remis le 25 mars. La Biennale reviendra dans 2 ans. Pour refermer ce journal, découverte du Baltrap, c'est le tir sportif consistant à abattre au fusil des cibles appelées plateaux. Dans les Yvelines, la discipline peut s'exercer au sein d'une des plus vieilles associations du genre en France, le club Baltrap Rambouillitain. Les adhérents se réunissent tous les week-ends à la forêt de Rambouillet. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Paul.
Réflexe, adresse, précision, le ball trap mêle plusieurs compétences. Cette activité de tir sportif est pratiquée par 150 à 200 personnes à l'année, chaque week-end en forêt de Rambouillet. 2 disciplines sont proposées au sein du ball trap rambolitain. On fait que des disciplines qui ne sont pas olympiques. Donc ici, c'est parcours de chasse et compact sporting. Alors c'est 2 disciplines différentes. Il y en a une, vous êtes sur une surface d'à peu près 100 mètres carrés avec plusieurs postes, avec un menu défilant et à la fin vous avez tiré 25 plateaux. Et vous avez le compact sporting où là les gens sont les uns à côté des autres. Ils tirent chacun 5 plateaux sur chaque poste et après changent de poste. Sur sa position, le tireur choisit son plateau. Ils sont différents, les trajectoires peuvent être tendues ou encore en parabole. Le plateau peut être également roulant, imitant le déplacement au sol d'un lapin. Une fois en place, il n'y a plus qu'à actionner cette télécommande. Donc ça, c'est une télécommande qui permet d'envoyer les plateaux et de suivre les menus, quoi. Vous avez les lettres ici. Sur le menu, il y a la lettre A. Quand la personne est prête et appelle le plateau A, on appuie sur le bouton A et le plateau s'en va. Hop! Longtemps prisé par les seuls chasseurs, le ball trap s'ouvre peu à peu. De nouveaux pratiquants se lancent, comme Anaïs, inscrite au club depuis l'été 2017. Elle souhaite s'entraîner avant de se tourner vers quelques compétitions. Ce qui me plaît, c'est que ça demande beaucoup de concentration, que ça défoule. On sort de là, on a la tête vidée et on se sent bien. C'est un sport qui est assez complet. Ça fait 2-3 ans où on sent qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, quoi. Alors nous, dans un cadre, c'est peut-être le cadre qui fait que les gens viennent chez nous. On a investi énormément, tous les ans on investit en machines, en cabane, etc. Donc c'est du bouche à oreille et les gens aiment bien venir tirer ici. Pratiquer le ball trap est tout de même onéreux. Comptez 1 500 € pour vous équiper d'un fusil performant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous sur TV78.